Aujourd'hui, on va être extrêmement chauvin puisque je vais vous présenter, selon moi, les 4 habitudes typiquement françaises qui sont bénéfiques pour la santé. Petit instant pub, je vous annonce que les places pour la formation Plus jamais maigre sont de nouveau ouvertes. Donc la formation prise de masse lente mais naturelle et en bonne santé. Donc vous pouvez vous inscrire, je vous mets le lien en description et on repasse tout de suite à la vidéo. Alors je vous dis tout de suite, j'ai pas d'études sur le dos pour vous le montrer. C'est simplement voilà, une analyse de ces habitudes qu'on va qualifier de traditionnelles à travers la vision de la naturopathie, ou plutôt ma vision de la naturopathie. En préambule, je vous rappelle quand même qu'on est déjà dans le pays le plus merveilleux du monde, mais on est surtout dans le pays le plus social du monde. On est comme dans un pays où si tu tombes par terre dans la rue, tu as un accident grave, on ne va pas te demander ta carte de crédit pour t'emmener à l'hôpital, on va le faire sans distinction. On va le faire immédiatement, sans poser de questions et sans regarder si tu as des sous sur le compte, contrairement à d'autres pays. Malgré tout, ce qui reste quand même à travailler, ça reste la prévention. Je vous rappelle que la naturopathie, c'est avant tout de la prévention. Les situations d'urgence sont réglées par les urgences, les médecins, les chirurgiens, les professionnels de santé. Nous, en naturopathie, on s'intéresse pour quasi dire quasiment uniquement à la prévention et ça devrait être le mot d'ordre, le leitmotiv d'un lifestyle, mettre en place une hygiène de vie qui nous amène vers la santé et qui nous assure d'avoir une bonne vie en forme, en vitalité, tout au long de notre vie. Alors c'est parti pour les 4 habitudes. La première habitude typiquement française qui est bénéfique pour la santé, c'est le café en terrasse. Alors là, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que tu nous racontes, Jérém? Laissez-moi vous expliquer. Déjà, une petite anecdote. Bon, il y a quelques semaines, j'ai accueilli un ami de Munich chez moi. Voilà, il était allé à Paris quelques semaines avant de venir me rendre visite et il m'a un petit peu raconté ce qu'il a fait à Paris. Et du coup, il me disait, ouais, voilà, on est allé avec ma copine à Paris, c'était génial. On a été des vrais Français, on a bu des cafés dans des terrasses et on a refait le monde toute la journée. Et du coup, ça m'a fait tilter et c'est vrai que je me suis dit que le café terrasse, c'est quand même une habitude intéressante, mais pas pour le café en tant que tel, mais pour l'habitude qu'il y a autour. Déjà parce que quand on prend un café en terrasse, on est au soleil. Alors évidemment, comme aujourd'hui, il fait dégueulasse, mais bon, là, il y a un mois, il faisait super beau, l'été, voilà, il y a beaucoup de soleil dehors. Et donc pourquoi c'est important? Puisque déjà, on a une grande partie de la population en Europe occidentale qui serait, je prends des pincettes, carencée en vitamine D, d'après les 2 études que je vais vous mettre en description. Maintenant, je prends des pincettes avec les études, j'utilise toujours le conditionnel parce que voilà, une étude, ça reste une étude, ça donne une indication, on peut mal l'interpréter, il peut y avoir des biais, donc voilà, prenons toujours des pincettes. Quand on cite des études, c'est une étude de 2019 qui a trouvé que entre 30 et 60% de la population occidentale serait carencée en vitamine D, sachant que pour les carences sévères, on serait à hauteur de 10%. Contrairement, et ça c'est drôle, à l'Europe du Nord, à toute la Scandinavie, qui serait moins carencée en vitamine D. Pourquoi? Eh bien probablement parce qu'ils bouffent des tonnes de poissons. Et dans les poissons, on a beaucoup de vitamine D. Et particulier dans le poisson cru. Petit clin d'œil à la Primale. Donc voilà, quand on est dehors et qu'on prend son café au soleil, de préférence en t-shirt, on fait le stock de vitamine D. Ensuite, une autre chose à prendre en compte, c'est le côté social. Souvent, quand on va aller boire un coup, un café avec ses copains, ses copines, ses potos, eh bien voilà, on va raconter des conneries, on va rigoler, on va passer un bon moment. Et tout ça va participer à l'augmentation, à l'équilibrage de cette fameuse balance stress-relaxation dont je vous parle assez souvent et que c'est un des concepts que j'utilise en consultation, c'est que voilà, il y a une balance relaxation-stress et toute la journée on l'enrichit, soit avec des stress, soit avec de la relaxation et à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, cette balance doit être plus ou moins équilibrée. Et donc prendre un café en terrasse et passer un bon moment avec ses amis, ça permet voilà, de mettre du poids sur la relaxation. Enfin, on a également un repos physique. Quand on s'assoit à un café, on prend le temps, on se repose physiquement et on se repose mentalement. Si on passe un bon moment avec ses amis ou si on lit le journal, voilà, on arrête de penser au tracas du quotidien et de nouveau, voilà, ça contribue à ce pilier de la relaxation. Donc voilà, le café terrasse pour moi, c'est vraiment une bonne habitude, mais pas pour le café en tant que tel, parce que c'est vrai qu'en tant que naturopathe, moi, mon rôle, c'est quand même d'essayer de nous éloigner, alors pas de nous écarter complètement, mais de nous éloigner peu à peu des addictions qu'on peut avoir, qui sont le sucre, le café, ce genre de choses. Mais voilà, ici, ce qui sort vraiment, c'est l'habitude dans son ensemble. Deuxième habitude bénéfique typiquement française, c'est le repas structuré, c'est-à-dire un repas entrée, plat, fromage, dessert. Moi, quand je regarde mes grands-parents, ils ont toujours mangé comme ça. Salade à l'huile d'olive, un plat de résistance avec une viande au centre de l'assiette, soit un poisson, soit des œufs, des légumes qui accompagnent,
et une source de glucides qui souvent était des patates. Ensuite, on a le fromage et ensuite on passe au dessert. Alors une structure de repas comme celle-ci, ça nous assure quoi? Eh bien dans un premier temps déjà de prendre le temps de manger. Quand on t'apporte la salade, tu dois manger la salade, qu'on repart en cuisine pour chercher le plat, etc. et jusqu'au dessert, forcément tu mets plus de temps, tu mâches plus, tu as plus conscience de si ton estomac il est plein ou pas, qu'il faut que tu rajoutes quelque chose. Donc voilà, ça permet de prendre le temps et de ne pas bouffer en 5 minutes à la va-vite comme un gorille. Et donc d'avoir des troubles digestifs suite à ça. La deuxième chose, c'est qu'une structure comme celle-ci, déjà, elle permet de toujours avoir un produit animaux, voire deux. Puisque si on fait plat de résistance plus fromage, on va avoir au minimum 2 produits animaux. Avoir 2 produits animaux dans son assiette, ça nous garantit déjà d'avoir des macronutriments de qualité, des acides aminés de qualité, digestes, des chaînes complètes, des acides gras de qualité, mais également des micronutriments. Je vous rappelle que les produits animaux sont les champions toutes catégories des micronutriments, des vitamines et des minéraux, et qu'en plus ceux-ci sont biodisponibles. Ça c'est très important. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur la biodisponibilité si vous ne les avez déjà pas vues. Si vous ne les avez pas déjà vues. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que dans un plat de résistance typique, les légumes et les tubercules sont ce qu'on appelle des accompagnements. Ce n'est pas le centre de l'assiette. Le centre de l'assiette, c'est le produit animal. Le reste sont des accompagnements. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que comme source de glucides principales, on a souvent des tubercules de la patate. Les tubercules, pareil, je ferai une vidéo une fois sur le sujet, sont les sources de glucides, théoriquement, je dis bien théoriquement, qui sont les plus digestes, les plus assimilables. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent déjà une seule sorte de macronutriments, qui sont des glucides. Il y a très peu de protéines, il y a très peu de lipides et il y a très peu de fibres. Donc ça va être quelque chose de très digeste. Mais en plus de ça, ils vont contenir moins de glucides que les céréales, moins d'antinutriments. Donc ça va vraiment en faire une source qui est plus digeste, qui possède moins d'éléments néfastes comme les antinutriments. Et puis surtout, ce qu'il faut bien se dire, c'est que là on va me dire appel à la nature, mais ce sont des glucides non transformés. Une patate douce, un topinambour, un panais, ça se trouve dans la nature. Un pain, des pâtes, ça ne se trouve pas dans la nature. Ce sont des aliments transformés. Donc après, la transformation n'est pas toujours synonyme de détérioration de l'aliment, mais ça nous donne quand même une indication. Donc voilà, les tubercules font partie des glucides non transformés et ça, il faut bien l'oublier. Bon, on est néanmoins obligé de les cuire pour les manger, mais bon, on ne les a pas transformés. L'avantage avec une structure telle que celle-ci, c'est que tu n'as pas faim 2 heures après. Et puis pourquoi? Parce que si par exemple tu manges trop de salade, tu vas manger un peu moins de plats de résistance. Enfin voilà, tu vas équilibrer au fur et à mesure que le repas avance, mais il y a très peu de chances pour que tu ne manges pas assez et que tu aies la dalle 2 heures après. Ce qui peut arriver quand par exemple on mange sur le pouce à la va-vite, une petite salade, on a peur de trop mettre dans l'estomac pour aller bosser l'après-midi, et on mange une petite salade, un petit yaourt, et finalement on se rend compte qu'on n'a pas assez mangé, on a faim après. Et ça nous ramène également à un point très important, c'est que il n'y a pas de frugalité. Il n'y a pas de frugalité, mais il n'y a pas non plus de « je m'éclate le ventre ». C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du repas, tu peux voir si ton volume d'estomac il commence à être rempli peu à peu, et puis tu peux te rattraper. Si tu vois que tu n'as pas assez mangé au plat de résistance, tu prends un peu plus de fromage, etc. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'avec une structure comme celle-ci, tu manges ce dont tu as besoin. Si tu vois qu'au fromage, tu es plein, tu ne vas pas manger de dessert, etc. Je vous rappelle que moi, ma vision des choses, c'est de manger ce dont on a besoin pour être en bonne santé. Ce n'est pas de penser sans arrêt à ce qu'on nous dit, c'est que il faut être frugal, il ne faut pas manger trop, il faut se laisser un peu de place. Non, tu manges ce dont tu as besoin, ni plus ni moins. Alors je vous l'accorde, c'est compliqué quand on a mangé toute sa vie des produits transformés, de grandes charges de glucides, parce que nos circuits de récompense ils sont un petit peu dézingués. Mais une fois qu'on passe à une alimentation physiologique, naturelle, pendant quelques mois, plusieurs années, tout ça se régule. Et on est de nouveau à l'écoute de son véritable appétit. Une structure comme celle-ci nous permet également une grande variété. On peut faire plein de menus différents et on s'emmerde jamais. Ce type de repas, c'est également un moment social à partager avec ses amis. Je connais rarement des gens qui se font entrée, plat, fromage, dessert alors qu'ils sont tout seuls. La troisième habitude, typiquement française, bonne pour la santé, c'est pas vraiment une habitude, mais ça va plutôt porter sur les produits typiques qu'on consomme en France. Ça va tout simplement être des superfoods, des vrais superfoods qui n'en ont pas l'image mais qui en sont réellement. Donc je veux parler de quoi? D'aliments qu'on ne va pas forcément retrouver facilement dans d'autres pays mais chez nous qui vont être bien présents. Et ces aliments c'est quoi? Ça va être le lait cru, du beurre, du fromage, tous les fromages au lait cru surtout, mais surtout des produits animaux
typiques, l'huître, les différentes races de bœuf comme la charolaise par exemple. Bref, il y en a plein, je ne vais pas vous faire la liste. Et ça, ce sont réellement des superfoods. Pourtant, ils ont une très mauvaise image, une mauvaise étiquette parce qu'ils sont riches en graisses saturées. Mais ça avait commencé déjà plus tôt, hein, dans les années 1950. On avait ce scientifique, Ansel Keys, qui travaillait sur les maladies cardiovasculaires et qui aurait trouvé une association entre consommation de graisses saturées et maladies cardiovasculaires. Il me semblait que c'était l'infarctus. Donc voilà, il avait une théorie, c'était qu'au plus on mangeait de graisses saturées, au plus on avait de maladies cardiovasculaires, notamment l'infarctus. Et le problème, c'est que pour faire son étude et pour faire sa jolie droite linéaire, il a enlevé tous les pays qui ne collaient pas à sa théorie. Et nous, la France, on n'était pas dans son diagramme, puisqu'à cette époque-là, on mangeait plein de graisses saturées. Et on avait un taux d'infarctus très bas par rapport aux autres pays. Je vous ferai afficher la vidéo sur ce sujet, vous pourrez aller la voir. Donc je vous dis, on a une chance inouïe en France, et en Suisse également, d'avoir ce genre de produits, comme par exemple des automates à lait. C'est un truc de fou. Moi, depuis 8 mois là, que je suis à Lausanne, je fais du Airbnb un peu dans la Cambrousse lausannoise. Toutes les semaines, je trouve des nouveaux automates à lait. C'est un truc de fou. C'est du lait cru de la ferme, ça vaut 1 franc ou 1 franc 20 le litre. C'est hyper bon et c'est hyper riche en nutriments. Donc voilà, on a vraiment des régions qui sont spécialisées dans des superfoods, le beurre en Bretagne par exemple. On a du fromage de partout. Mais le problème, c'est qu'on a mis des étiquettes sur ces produits et on les a estampillés. Pas forcément bons pour la santé, il faudrait les limiter, patati patata. Ils sont trop caloriques, ils sont trop gras. Essentiellement, c'est ça. Alors qu'en réalité, ils sont bourrés de micronutriments biodisponibles et surtout en quantité. Vous prenez une huître, c'est l'aliment le plus riche en zinc. Vous avez des problèmes de zinc, vous mangez de l'huître. Il vous manque du calcium, vous mangez du fromage. Évidemment, on fait un check-up complet, on regarde la santé intestinale, on regarde l'absorption, on regarde la santé hormonale, mais en tant qu'apport, les produits français typiques, excusez-moi, ce sont des superfoods. Pour moi, la gastronomie française, elle fait partie d'un lifestyle qui nous permet de vivre en bonne santé. Et ça, c'est extrêmement puissant. La dernière habitude typiquement française, bon, pas vraiment française, mais bon, allez, on va dire qu'elle est française, c'est la reposette. Alors la reposette, c'est un mot que j'ai découvert l'été dernier au Cap d'Agde, qui signifie voilà, la petite pause entre le service qui termine en début d'après-midi et le service du soir, surtout dans la restauration. Donc voilà, c'est une pause qui se fait à peu près entre 14h et 16-17h. Ça se fait également beaucoup en Suisse. Moi, je sais que mon grand-père, pendant des années, enfin toute sa vie, il faisait des siestes en début d'après-midi tous les samedis, dimanches. Alors la reposette, ça se fait aussi beaucoup en Espagne, je crois que ça s'appelle la siesta, un truc comme ça. Donc la reposette, ça permet quoi? Ça permet déjà de gagner en régénération. Je vous rappelle que le seul moyen de se régénérer, le moment où le renouvellement cellulaire est maximal, le moment où les organes d'élimination sont à leur apogée, fonctionnent le plus, c'est pendant la nuit. On élimine, on détoxifie, on reconstruit, c'est la nuit qu'on se régénère. Donc si vous faites une petite sieste pendant la journée, vous augmentez potentiellement votre temps de régénération. Le sommeil, c'est le régénérateur numéro 1. Ensuite, qu'est-ce que ça apporte de faire une petite sieste? Deuxièmement, ça permet de couper complètement avec sa journée de travail. Il y a une vraie différence entre faire une vraie reposette, d'arrêter de bosser, d'aller dans son appart, d'écouter le chant des cigales, de se prendre une petite série Netflix, de faire une sieste, on n'est pas obligé de dormir, voilà, ou alors on s'endort. On coupe complètement de son travail, on déconnecte, on se repose mentalement avant de réattaquer la deuxième session. Et c'est très différent d'une pause au bureau par exemple, où on va rester devant son ordi, où on a 45 minutes de pause pour bouffer sa salade Sodebox, ses sandwichs de triangle de merde. C'est très 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 différent. C'est un peu comme si vous faisiez un long voyage en voiture. On dit qu'il faut tout le temps, toutes les 2 heures, prendre du repos. C'est comme si vous, d'un côté, vous preniez, avec l'équivalent de la reposette, vous preniez toutes les 2 heures 20-30 bonnes minutes de repos, vous vous étirez, vous marchez un peu sur l'aire d'autoroute, vous respirez, vous vous couchez, vous reposez, vous reprenez le volant. Ou alors, si vous faites le trajet quasiment, un trajet de 10 heures quasiment en un trait. C'est très différent. On va peut-être arriver plus vite, on va peut-être finir sa journée de travail plus tôt, mais on ne va pas arriver dans le même état, on aura tiré dans la machine. Voilà ce que permet la reposette, de respecter son corps dans le travail. Et une autre chose aussi, c'est que si on a tiré dans la machine un peu toute la semaine, qu'on s'est un petit peu couché trop tard, ça permet vraiment de récupérer. Ça permet de récupérer sa dette de sommeil. Ça, c'est un concept également très important dont je parle, peut-être pas régulièrement, mais moi je l'aborde tout le temps en consultation. C'est cette balance sommeil-éveil.
Et malheureusement, on est beaucoup dans ce monde à avoir des dettes, hein, comme une dette à la banque. On a une dette de sommeil qu'on accumule sur des années et il n'y a qu'un seul moyen, c'est de la rembourser jour après jour, petit à petit. Et donc la siesta, la reposette est un excellent moyen de récupérer sa dette de sommeil petit à petit. Évidemment, il ne faut pas en abuser puisque en fonction de son activité physique, en fonction de son exposition au soleil, etc., on va plus ou moins avoir du mal à s'endormir le soir. Donc c'est quelque chose qui doit être fait quand même dans le respect de son cycle biologique. Mais tout ce genre de choses-là, on l'aborde en consultation. Ça vous intéresse d'ailleurs? Rendez-vous sur mon site pour consulter les tarifs et voilà la façon dont se font les accompagnements avec moi. Ok, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez identifié des habitudes typiquement françaises qui sont bénéfiques pour la santé, mettez-les en commentaire, comme ça vous en faites profiter tout le monde. Je vous dis à plus sur Vitae TV. Allez, ciao!